Généalogie successorale, c'est un métier où le mystère est partout. On commence avec un mort, comme dans une enquête policière. On va établir des hypothèses, c'est un travail de détective. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de ce garçon pour quitter son pays et ne plus jamais y revenir? Parfois, quand un pan entier de l'histoire de la famille s'est effacé, et notre rôle, c'est de remonter le temps et de pouvoir reconstruire cette famille. Pour nous, ça va être le début d'une vraie histoire qui, on l'espère, aura une jolie fin. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Quand on ouvre un dossier, on ne sait jamais où est-ce qu'on va aller et comment on va y aller. On part vraiment d'une page blanche. On ne sait jamais qui on va retrouver, où, quand, comment. On ouvre une porte, on en referme une autre, on pense faire des recherches uniquement en France et au final, on se retrouve dans le berceau de la civilisation occidentale. Je m'appelle Guillaume Roehrig et je suis généalogiste successorale. Tout commence pour Guillaume chez une notaire d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Bonjour Monsieur Roehrig. Ça va bien? Oui, entrez, asseyez-vous. Merci beaucoup. Bon, ben, on se retrouve pour une succession. Donc là, il s'agit de Monique, 92 ans. La succession est très simple puisqu'il n'y a que des liquidités. Elle n'a pas d'enfant. Elle était fille unique. Donc, pas de frères et sœurs et pas de neveux et nièces. Et il y a un petit souci, c'est que à 44 ans, elle s'est mariée avec un Grec. Et le mariage a duré 3 mois. Et ensuite, il est parti. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes qu'on a, c'est que les gens ne prennent pas la peine de se marier, et puis il y en a, ils sont mariés, ils ne prennent pas la peine de divorcer. Bon, voilà, c'est le cas. Donc, moi, le mari, étant donné qu'il est grec, je ne peux pas savoir s'il est vivant aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Je vous ai préparé l'acte de décès. Ça, c'est important. J'ai sa carte d'identité, si vous voulez. Et j'ai même un acte de mariage de l'époque. Voilà. Ce document indique que Ionis, le mari de Monique, est né en Grèce en 1935, c'est-à-dire 10 ans après son épouse. Il aurait donc 86 ans aujourd'hui. Si le mari est vivant, c'est lui qui est héritier. Donc je vais appeler Maria, qui est ma correspondante en Grèce. Bonjour. Bonjour Maria. Je me permets de vous contacter aujourd'hui pour un nouveau dossier un peu compliqué. C'est une femme qui est décédée et son époux était né en Grèce. Donc il se peut très bien que ce monsieur soit mort. Dans ce cas-là, si vous me trouvez l'acte de décès, je suis preneur. Et si ce monsieur est vivant, ce qu'il faut espérer, dans ce cas-là, il faudrait trouver l'acte de naissance qu'on n'a pas trouvé nous pour l'instant. Donc maintenant, à vous de jouer. Je sais que vous allez faire des miracles comme d'habitude. Je vais essayer. Maria, ma correspondante grecque, m'appelle et me dit « Guillaume, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cet homme que vous recherchez depuis plusieurs semaines n'est pas mort, mais il est bien vivant et il se trouve en Grèce. » Je suis ultra excité par cette énigme que l'on doit résoudre, de se dire on cherche quelqu'un qui était peut-être mort et qui est finalement vivant. C'est une belle surprise. Ionis est pour l'instant le seul héritier potentiel de la défunte. Guillaume a absolument besoin de documents prouvant son identité pour le faire hériter. Bonjour. Il rejoint Maria à Athènes. Elle a réussi avec beaucoup de difficultés à retrouver la trace de ce fameux Ionis. Déjà, comment avez-vous réussi à retrouver la trace du mari? Je lui fais des recherches dans l'état civil. Les actes de naissance, ce n'est pas facile de le trouver en Grèce parce que beaucoup des actes de naissance sont détruits par la Seconde Guerre mondiale. La Grèce est envahie et divisée entre l'Allemagne, l'Italie et la Bulgarie. En 1945, le pays est dévasté par le conflit et l'occupation. Son économie et ses infrastructures sont en ruine. Les archives d'état civil ont presque toutes été détruites. Donc, la solution qu'on a, je fais des recherches sur cadastre. Alors, les généalogistes grecs ont pris l'habitude de rechercher des personnes disparues à partir des registres de propriété. Achats,
vente, donation, tout y est répertorié, ce qui n'est pas le cas en France. En consultant celui de la ville de naissance du mari de la défunte, Maria a pu le localiser et découvrir qu'il était encore vivant. J'avais la chance, parce que c'était le seul homme qui habitait avec ce nom, à Larissa. Donc quand je lui appelais, il était très surpris. Il était, oui, je te mariais, 3 mois. Je n'ai jamais divorcé et je partis par Grèce. Et il est parti par son village après. Moi, j'ai hâte de pouvoir rencontrer Ionis et comprendre pourquoi il est parti, ce qui s'est passé, pourquoi il n'a jamais divorcé. Il n'a pas envie de parler de son vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas lui pousser parce qu'il est âgé. Donc il a fait m'adopter sa nièce pour lui représenter dans l'héritage. Mais il m'a dit qu'avec sa nièce, on peut parler et il va nous expliquer. D'accord, donc c'est elle qui va répondre à nos questions. Oui, ça sera elle. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que demain, sa nièce va pouvoir nous aider à comprendre les zones d'ombre qu'il y a sur la vie de Ionis et de sa femme. Ce que cette petite nièce de l'héritier s'apprête à révéler aux généalogistes va remettre en cause toutes les recherches entamées jusqu'ici par Guillaume. Et éclairer sous un tout autre jour l'histoire de cette union éphémère entre Ionis et la défunte Monique qui a eu lieu en France il y a maintenant 52 ans. Je crois qu'elle est là-bas. Ah, c'est elle qui est assise sur le banc, d'accord. Oui. Oui, c'est elle, bien. Ah bah écoutez. Bonjour Maria. Bonjour Eleni. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bonjour. Guillaume. Enchantée, Eleni. Alors, je ne vous cache pas que je suis très impatient de vous poser plein de questions. Alors, votre lien de parenté avec Ionis? Ionis, c'est le frère de ma grand-mère. Nous, on dit grand-oncle. Ah, grand-oncle, oui. Vous êtes très proche de lui? Vous le voyez souvent? Mon oncle est un peu un type solitaire. Alors, je n'ai pas l'occasion de le voir souvent. Il a apparemment épousé une certaine Monique. Du jour au lendemain, il est parti. Et il a quitté la France. Est-ce qu'on en connaît la raison? Il était à Paris pour quelques années, où il a eu un travail comme peintre. Il a eu une liaison là-bas avec une femme. Et après, il l'a quitté. Il a retourné en Grèce. Il était seul. Et après, lui-même n'a pas voulu, il n'a pas voulu se créer une autre famille, avoir des enfants? Non. Et vous savez pourquoi il a quitté Monique? Il a dit qu'ils ont une grande dispute parce que Monique lui a présenté une fille. Mais une fille, c'est-à-dire? Une fille. Une fille Oui, il n'était pas au courant d'elle. Alors... Vous voulez dire que Monique a une fille? Oui, c'est ça qu'il m'a dit, que Monique a une fille. La fille vivait avec la mère de Monique. Parce que nous, n'est-ce pas, Monique, on sait qu'elle était mariée avec Ionis, et encore on pensait qu'elle était même veuve, mais on n'a pour l'instant pas trouvé la trace d'une fille. Mais il vous a dit que c'était la fille de Monique? Oui, il m'a dit que Monique avait une fille avec un autre homme. Et la fille avait peut-être 13 ou 14 ans à cette époque-là. Et il était surpris. Ils ont fait une grande dispute. Et il m'a dit qu'il l'a giflé d'un coup. Et il l'a quitté. Ce rebondissement est un coup de tonnerre pour moi. L'existence d'un enfant vient complètement chambouler notre travail. Tout d'un coup, Monique aurait peut-être eu une fille. C'est un homme très fier. C'était insultant d'avoir un enfant avec un autre homme, pour lui. Alors, Guillaume, il y a des recherches à faire en France, maintenant. Oui, ça remet une fois de plus en cause notre tout, parce que là, pour nous, c'est un vrai cataclysme. C'est donc avec une nouvelle énigme que Guillaume repart en France. Si l'existence de cette fille naturelle de la défunte est avérée, Ionis, le mari grec, ne serait pas le seul héritier dans le dossier de Monique. La vie d'un homme se nourrit de rencontres, de relations profondes, mais aussi d'histoires sans lendemain.
lorsqu'il s'agit à sa mort d'établir sa descendance exacte, l'angoisse pour les généalogistes est de passer à côté d'un enfant naturel. À chaque fois, un nouveau dossier, c'est une nouvelle histoire. Mais parfois, on est très très loin de la généalogie pure. On a la casquette du détective. Il faut être patient, il faut qu'on aille au bout de l'histoire. Je m'appelle Pascal, je suis généalogiste successorale depuis 35 ans. Avec un dossier de succession, il ne faut jamais se fier aux apparences. Les plus simples au départ peuvent très vite donner du fil à retordre. C'est ce que va comprendre Pascal au cours de cette enquête. Entre, assieds-toi. Merci. Alors, notre défunt Robert, donc de son prénom, il était hébergé chez les Petites Sœurs des Pauvres. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un visage qui semble être un peu marqué par la vie, si j'en crois sa pièce d'identité. Ok, d'accord. Robert, le défunt, est mort à 78 ans des suites d'une grave maladie. Il était arrivé chez les Petites Sœurs des Pauvres il y a 2 ans, après avoir vécu plusieurs années dans la rue. J'ai un compte à la banque postale sur lequel il y avait un actif modeste. D'accord. Donc, son livret de famille. Oui, ça m'intéresse. Donc, le défunt Robert est divorcé. Vraisemblablement, donc, il a une fille. Il a une fille. Oui, qui reste à trouver. Je peux regarder le livret de famille. Merci. Très bien. Ah oui, donc en fait, ils se sont mariés à La Réunion. Et donc, ils ont une fille qui est née donc, en 72, là-bas. Voilà. OK. Voilà l'acte donc de naissance qui donc ne nous permet pas d'avoir d'éléments puisqu'il n'y a pas de mention. Donc ça veut dire que... pas d'éléments, donc récemment elle ne s'est pas mariée, donc elle est toujours célibataire. Pas de mention de décès non plus. Rien du tout, l'acte est vierge. Robert s'est marié à La Réunion. Là-bas, il a eu une fille, Charlotte, âgée de 49 ans aujourd'hui. Pascal doit la retrouver. A priori, il n'y a pas d'autre enfant. Après, nous avons parfois des surprises quand on commence à fouiller. Ben, on va tenter de la retrouver. Très bien. Allez, bon, mais Pascal, je te remercie. À bientôt. À très bientôt. Retrouver une fille n'est pas une tâche insurmontable, c'est un peu notre quotidien. Et je pense que ça devrait se faire rapidement. De retour à l'étude, Pascal lance immédiatement les recherches pour retrouver la fille du défunt à La Réunion, l'endroit où elle est née. Son collaborateur sur place la retrouve très rapidement. Pascal contacte donc Charlotte, qui semble être la seule héritière de son défunt. Allô ? Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Comme vous le savez, donc, nous avons été mandatés pour retrouver donc, les héritiers de votre papa. Bah écoutez, moi quand il est parti, je devais avoir 1 an et demi, 2 ans maximum. D'accord. Ensuite, il est rentré en métropole. D'accord. Qu'est-ce qu'il... À partir de ce moment-là, silence radio. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Ouais. Et si vous voulez, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai pas eu de nouvelles ni de contact de mon père en fait. D'accord. Voilà. Puis après, un petit peu après, on s'est mis à s'écrire. Il vous écrivait fréquemment, il vous... Oui, il m'envoyait régulièrement des cartes postales. Ouais. Mais ça restait très, comment dirais-je, très évasif. La plupart du temps, en fait, c'était juste, j'espère que vous allez bien, quoi. D'accord. Voilà. Toujours très affectueux. Mais voilà. Moi, j'avais une demande de le connaître, en fait. Parce que, bien sûr, bah oui. Voilà, c'est votre chair, c'est votre sang. Mais en même temps, c'est quelqu'un, c'est un inconnu, quoi. Qui n'a pas envie de se dévoiler, en fait. Il vous parlait un petit peu de sa vie, de son mode de vie? Non, je savais pas s'il avait une seconde vie. Je savais pas s'il s'était remarié. Voilà, moi j'avais posé toutes ces questions, bien sûr, par courrier. Voilà, je lui ai demandé de me parler de lui, de ce qu'il faisait. Puis, en fait, là-dessus, il est resté très évasif, en fait. Après son divorce et son départ de La Réunion en 1974,
Robert, le défunt, n'a jamais revu sa fille. Quand il a repris contact avec elle par courrier plusieurs années après, le ton n'était pas à la confidence. Jusqu'à une lettre datée de juillet 2001. C'est pour ça que j'ai été très étonnée de recevoir un courrier où il me disait qu'il était, qu'il était papa d'un petit garçon. Ah. Avec une personne, une femme avec qui il avait eu une relation. Là-dessus, moi, je lui ai répondu un courrier comme quoi, non, ça me dérangeait pas du tout, quoi, qu'il a un fils, quoi. Oui. Et mon courrier est revenu vers La Réunion. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a perdu contact. Le courrier contenant la réponse de Charlotte à son père lui est revenu avec la mention « Inconnu à cette adresse ». C'est un coup de grisou, une tempête, évidemment. Et je me dis que ce dossier qui semblait être clôturé ou quasiment terminé rebondit et risque de s'éterniser puisqu'il nous faut retrouver un nouvel héritier. Pascal vient de recevoir la lettre rédigée par Robert, le défunt, à l'attention de sa fille en juillet 2001. Cette lecture ne va pas le laisser indifférent. Je me permets de t'écrire pour t'annoncer une nouvelle qui, je l'espère, ne t'embêtera pas trop. Tu as un demi-frère. Il s'appelle Robert Christ. Il est américain, il habite la Caroline du Nord avec sa mère, Christine, que j'ai connue à Montpellier il y a 15 ans. Elle est docteure en biologie et elle a donné un colloque dans une conférence internationale et elle est repartie aux USA. Puis au mois d'avril, j'ai reçu une longue lettre où elle m'a demandé de reconnaître son enfant car elle pensait que j'étais le père. J'ai passé des tests ADN et j'en suis le père, c'est formel. Je t'envoie des gros bisous, je te fais confiance, Robert. Incroyable. Il y a beaucoup d'informations, énormément d'informations dans cette lettre, mais il y a une information capitale, c'est Robert Christ. Voilà, Robert Christ, on n'a pas le choix, il faut le retrouver. Bon, écoute, on va rapidement faire le point et regarder comment on peut trouver. Dans ce dossier complexe, le généalogiste va explorer plusieurs pistes. Aidé de Timothée, Pascal va d'abord s'intéresser à la mère du jeune Robert Christ, avec une première hypothèse. Si Christ est un nom de famille, elle s'appellerait peut-être Christine Christ. Les généalogistes imaginent ensuite que cette femme est une Française, résidente aux États-Unis. Elle serait alors née dans l'Hexagone entre 1950 et 1970. Elle aurait ainsi entre 20 et 40 ans au moment de cette liaison. On a sorti les naissances Christ de 1950 à 1970. Dans chacune des communes. Très bien. Tu en as combien? Il y en a 560 en tout. 560? Ouais, il y en a pas mal. Toutes celles qui pourraient, entre guillemets, coïncider avec notre histoire, ou l'histoire de Robert, on va la garder. D'accord. Ça reste une piste. Ouais. Les généalogistes ont été obligés de commander dans les différentes mairies françaises toutes les naissances d'enfants Christ de la période. Il leur faut maintenant trier parmi ces 560 actes ceux correspondant aux Christines. Deuxième élément, il nous dit quand même, elle est docteure en biologie et elle a donné un colloque dans une conférence internationale. Donc, comme ils sont connus à Montpellier, voilà, il faut bien partir de quelque chose. On va imaginer que ce colloque, il aurait pu avoir lieu à Montpellier ou dans les alentours. Donc, j'ai checké quelques colloques. J'ai pu obtenir la liste des participants. Des Christine, il y en a quand même une bonne tartine. Il faudrait effectivement voir si parmi elles, il n'y aurait pas une qui serait docteur en biologie, parce qu'on ne sait jamais aussi, on peut y arriver comme ça. Ouais. Autre piste, celle des conférences de biologie données à Montpellier au milieu des années 80. Plus d'une centaine de Christines y ont participé. Elles vont toutes être contactées pour vérifier si un jour elles n'ont pas croisé la route de Robert. Un travail de fourmi sans aucune certitude que la piste française soit la bonne. Pour ne pas perdre de temps, Pascal décide d'élargir ses recherches aux États-Unis. Puisque dans sa lettre, le défunt écrit à sa fille que cette Christine, avec laquelle il aurait eu un enfant, vivrait en 2001 avec son fils dans l'État de Caroline du Nord.
Pascal va donc se faire aider par son confrère Brice, spécialiste de l'Amérique du Nord. Le défunt a écrit à sa fille pour lui annoncer qu'elle avait un demi-frère. Ce dernier s'appellerait Robert Christ. Est-ce que Robert Christ, ce sont deux prénoms ou est-ce que c'est le prénom et le nom? C'est l'éternelle question. Pour moi, le fils s'appelle Christ. Oui, alors c'est possible. Mais les Américains utilisent toujours un deuxième prénom. Ouais. Et la mère s'appelle Christine. Ouais. Et le fils s'appelle Robert Christ. Donc la logique aux États-Unis pourrait être que justement il s'appelle Christ en deuxième prénom parce que sa mère s'appelle Christine. Alors du coup, je pense qu'il faut qu'on étudie les deux options. Oui. Que Christ soit un nom de famille et que Christ soit un deuxième prénom. Si c'est un deuxième prénom, ça va être très dur parce que ça veut dire qu'on n'a aucun nom de famille. Ce spécialiste des États-Unis a le sentiment que Christ est plutôt un deuxième prénom. Il manquerait donc un nom de famille à cet homme qu'ils doivent rechercher. Le défunt donne quelques explications sur la façon dont il a connu la maman. Il dit notamment qu'il l'aurait connue il y aurait 15 ans, donc qu'elle était docteur en biologie et qu'elle avait un laboratoire aux États-Unis. Je vais lister les laboratoires. Oui. Ensuite, chercher les Christine, qui était docteur en biologie. Aux États-Unis, c'est un prénom fréquent? Très. Ah ouais, on va y arriver. Oui, bah, de toute façon, il faut de l'espoir, sinon on ne travaille pas. Je cherche quelqu'un, mais pour lequel j'ignore même son nom. Donc cette mission qui au début m'a été donnée, qui somme toute était hyper simple, s'avère être la plus compliquée que je n'ai jamais eue. Comment s'appelle en réalité Robert Christ? Où vit-il aujourd'hui? Est-ce que Pascal va réussir à le retrouver pour ajouter un nom à la succession de Robert? Le règlement d'une succession occasionne souvent la découverte de secrets de famille profondément enfouis. C'est le cas dans le dossier de la défunte Monique, dont le mari de nationalité grecque a disparu 3 mois seulement après leurs noces. Guillaume, qui était sur le point de boucler son dossier, doit relancer son enquête. Lors de son voyage en Grèce, il a vécu un coup de théâtre. Monique lui a présenté une fille. Monique aurait caché à son mari grec l'existence d'un enfant. Pour retrouver cette fille naturelle, le généalogiste se donne comme point de départ les archives du Val-de-Marne, département de naissance de la défunte Monique. Il est aidé dans cette mission par Philippe, son directeur des recherches. Alors, l'état décennal, on y va. 53-62. Ah. Ouais, c'est ça. D'après les révélations de Ionis à sa petite nièce, la fillette aurait été âgée d'une dizaine d'années en 1965. Les généalogistes se plongent donc dans les registres de naissance des années 50. Regarde, c'est bon. Ah ouais, super. Donc on va vérifier. Tu notes 3. Alors, il s'agit de Brigitte. On tombe sur une Brigitte qui serait née en 1958. Là, elle coche pas mal de cases. Elle coche la case fille, elle coche la case âge, on fonce et on consulte cet acte de naissance. Brigitte. Alors, qu'est-ce qu'elle a en filiation? Elle est... C'est bon, bingo, regarde, Monique. Ouais, super. Donc elle est fille de Monique, née le 3 mars 1925, c'est bien ça. C'est donc bel et bien une fille naturelle. Et attention, elle est reconnue. Ok. Et donc elle n'a pas de mention de décès, cette dame? Non, pas de mention de décès. Donc toujours vivante. Ça y est, on se dit que, enfin, notre tableau géologique est terminé. La dernière pièce manquante du puzzle est enfin là. Cette recherche d'héritier s'achève. Après le mari grec de la défunte, Guillaume et Philippe ont fini par retrouver sa fille, Brigitte. Une fille dont personne ne soupçonnait l'existence au début du dossier. Guillaume et Philippe ont obtenu l'adresse de Brigitte et vont la rencontrer. Bonjour. Guillaume Rurig. Enchanté. Bonjour. Enchanté. On est impatient parce que nous, en tant que géologiste, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cet enfant n'était pas du tout en rapport avec sa mère. Bon, je vous en prie, installez-vous. Merci de nous recevoir. Mais de rien. Alors,
On vient, comme on vous l'a annoncé, dans le cadre de la succession de Monique, votre maman. Oui. À l'origine, on a été mandaté par un notaire d'Alfortville, qui, en feuilletant un peu les documents en sa possession, elle s'est rendue compte que votre maman aurait été mariée. Et dans le cadre de nos recherches, on a dû partir en Grèce pour retrouver la trace de cet éventuel mari. Et au cours de l'entretien avec sa nièce, on a eu une drôle de surprise. Elle nous a dit que sa femme a eu une fille. Et au tout début du dossier, le notaire n'était pas du tout au courant de votre existence. D'accord. Oui, c'est... Je savais même pas que ma mère était mariée, je savais rien de tout ça. Mais vous, quels étaient vos liens avec votre maman? Aucun. Racontez-nous un peu. En fait, moi, j'ai toujours eu affaire à ma grand-mère. De ma naissance à 2 ans, je sais pas où ils m'ont placée, puisque ma mère voulait pas de moi, ma grand-mère voulait pas de moi, enfin, personne voulait de moi, en gros. Votre père, vous l'avez jamais entendu parler, vous savez pas du tout qui c'était? Du tout. Après, de 2 ans à 6 ans, j'étais placée en Seine-et-Marne, chez des personnes âgées. D'accord. C'est eux qui m'ont élevée, en fait. Des cousins ou pas? Non, en fait, ma grand-mère prenait un journal, elle voyait personne cherche enfant à garder. À l'époque, c'était comme ça, c'était pas, il n'y avait pas de... Oui, c'était pas la DAS, quoi. Il n'y avait pas de femme, bah non. Enfin bon, c'est comme ça que ça se passait. Donc jusqu'à 6 ans, je suis restée chez ces gens-là. C'est eux qui m'ont appris à lire, à écrire, à compter, Ils m'ont élevée comme leur enfant, en fait. C'est la meilleure période de ma vie. Si je m'en suis sortie, c'est sûrement grâce à eux. Ils m'ont tout appris. Voilà, donc à 6 ans, il fallait que j'aille à l'école, il n'y avait pas moyen. Sauf qu'il n'y avait pas d'école à proximité, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Donc à ce moment-là, ma grand-mère m'a retirée de là, m'interdisant de prendre contact avec eux. Et après, ils m'ont placée, j'ai fait peut-être une dizaine de maisons. J'étais 6 mois dans un coin, 1 an dans un autre, tout le temps comme ça. Parce que personne n'avait rien à faire de moi. Et votre maman? Aucune trace de votre maman? Non, je l'ai vue 1 ou 2 fois. Mais elle m'a insulté de tous les noms, comme si... Enfin, que j'avais rien à faire là, enfin, puis tous les noms d'oiseaux, quoi. Enfin, et moi, je comprenais pas, en fait. Et puis, ils ont mis des draps dans la cour. En me disant qu'il fallait pas que je dépasse ces draps parce qu'il fallait que personne ne sache que j'existe. Ce que je comprends pas, c'est leur façon d'agir. Puisqu'ils voulaient pas de moi, de toute façon. J'étais pas la bienvenue. Ils avaient qu'à m'abandonner, j'aurais été adoptée et point barre. Oui. Parce que pourquoi toute cette vie de merde, excusez-moi, pourquoi m'avoir fait endurer tout ça, quoi? Je veux dire, c'était quoi le but? On se rend compte qu'elle a une vie complètement brisée à cause de cet abandon. Et quelle est la raison de ce rejet? Je ne sais pas. Et malheureusement, je ne peux pas lui donner de réponse. On est en rapport, moi j'ai gardé des liens avec la nièce de votre beau-père. Elle pourra peut-être faire l'échange entre vous et votre beau-père, peut-être vous donner des photos, et peut-être vous donner quelques clés, parce que nous, malheureusement, en tant que généalogiste, on a des tableaux, on a des dates et des lieux de naissance, des mariages, on a des prénoms, et après, l'histoire en elle-même, on n'a malheureusement pas tout. C'est vrai que ce serait intéressant, oui, on est marqué. De savoir comment il l'a rencontrée, enfin tout ça, ce qu'elle faisait à ce moment-là, enfin, d'en savoir quand même un petit peu plus, quoi. En tant que fille unique de la défunte, Brigitte héritera des 2/3 de la succession de Monique, cette mère qui était presque une inconnue pour elle. Les dossiers que les généalogistes ont à traiter racontent des destins particuliers, des époques et des milieux différents. Mais ils ont tous un point en commun, l'évanescence des liens familiaux. C'est particulièrement le cas dans le nouveau dossier de Jean-Marie et de Franck. Dans notre métier, on est confronté à toutes sortes d'univers. Souvent, c'est difficile parce qu'on a l'impression de déranger un petit peu quand même. On marche un petit peu sur des œufs, on arrive comme des étrangers. Je m'appelle Jean-Marie Lecam, je suis généalogiste successoral depuis 18 ans.
Un notaire a confié à Jean-Marie et Franck le soin de retrouver les héritiers d'André, un agriculteur célibataire décédé à l'âge de 88 ans. Ah, il y a du chien. Au départ, dans le dossier d'André, on n'a pas grand-chose. On est sur un dossier avec un agriculteur qui ne se marie pas, qui n'a pas d'enfant et qui va laisser un patrimoine assez important avec une grande ferme, beaucoup de terres et qui est décédé tout seul. Pour entamer les recherches qui leur permettront de retrouver les héritiers d'André, l'agriculteur, Jean-Marie et Franck vont d'abord s'intéresser à sa vie et essayer de glaner dans son voisinage les moindres indices qui pourraient les mettre sur la piste de sa famille. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, mais on va peut-être sonner sur 2-3 maisons. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous renseigner? On travaille, vous savez, pour la succession d'André. Oui. Vous le connaissiez bien, André? Oui. D'accord. Vous lui connaissiez un petit peu de famille dans la région? Je sais qu'il a de la famille, il avait de la famille à Angle-Belle-Mer. D'accord. Ou son filleul. Mais je ne sais pas si c'est vraiment rattaché à la famille. Sinon, vous ne lui connaissiez pas d'un cousin ou une cousine qui lui rendait visite de temps en temps, non? Je sais qu'il m'avait parlé qu'il avait une vingtaine de cousins très éloignés. Très éloignés, d'accord. Je ne sais pas s'il a encore une tante sur Albert, mais du côté de sa mère. Du côté de sa maman, plutôt dans la ligne maternelle alors, effectivement. D'accord, c'est intéressant peut-être de creuser la question, Franck. Angle-Belle-Mer, Albert, on reste sur le même secteur. Ouais, ça tourne autour. Ouais. Ben merci pour tout, monsieur. Ces renseignements. Il y a un voisin, il nous donne une information intéressante. Il y aurait des cousins. Déjà, c'est une bonne nouvelle, mais on doit le vérifier. On décide avec Franck de se rendre à la mairie et on va aller regarder un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur la famille. On va avoir donc les actes de naissance, actes de mariage, actes de décès. C'est donc à la mairie de Bavelincourt, le village du défunt, que les deux généalogistes espèrent débuter l'arbre de la famille en retrouvant les parents d'André. Je vais laisser sortir le tout début du tableau. Notre défunt André est originaire de la commune et il y est décédé également. Donc je suggère de partir de son acte de naissance pour savoir d'où ses parents étaient originaires également. Le 30 juin 1932 est né André. Voilà, c'est lui. On a son papa. Oswald Camille. Et il était cultivateur. Donc, comme notre défunt. Comme notre défunt. La maman Adrienne Léonie Marie, née ici dans le village, à Bavelincourt, le 11 octobre 1897. Alors il y a fort à parier que les parents du défunt se sont également mariés dans la commune. Oui. On va aller voir le mariage. Lequel on prend en premier? Ah voilà, Oswald Camille et Adrienne Léonie Marie. 19 novembre 1919. On va regarder les témoins, ça peut peut-être être intéressant. Oui. Quand on va regarder l'acte de mariage des parents du défunt, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les témoins. À l'époque, en tout cas dans ces années-là, souvent quand on est témoin, on a un membre de la famille assez proche. Et donc, il y a quand même de fortes chances de pouvoir retrouver des membres de la famille qui sont peut-être décédés aujourd'hui, mais qui ont potentiellement eux-mêmes de la descendance et donc des héritiers pour notre succession. Alors, on a Léandre, cultivateur aussi, oncle de l'épouse, né à Bavelincourt. Donc ça, c'est intéressant effectivement à noter. Ouais. Théophile, oncle de l'épouse, né à Bavelincourt également. Et le dernier, Onésime. Un prénom original. Onésime, oui. Alors là, on est surtout en cours, oncle de l'épouse. Donc on a des pistes pour trouver des cousins. Oui, effectivement. On trouve la trace de plusieurs oncles des parents, donc du défunt, et on s'aperçoit que, quelles que soient les personnes qu'on va retrouver, on reste autour du village où se trouvait le défunt. Finalement, on est dans un monde où on ne va pas à la ville, on est dans un monde où on va rencontrer sa promise, peut-être dans le village d'à côté, à l'occasion d'une fête de village, etc. Et que finalement, on reste quand même entre personnes du monde agricole. Jusque dans les années 50, en France, lorsque l'on est paysan, on vit, on travaille et on meurt paysan. C'est particulièrement le cas dans la campagne picarde, où est installée depuis plusieurs générations la famille d'André. Au fur et à mesure des générations, il arrive que les liens s'étiolent, au point de ne plus connaître les membres de son clan. C'est ce que vont découvrir Jean-Marie et Franck dans ce dossier. Les généalogistes vont donc passer au crible les archives de toutes les mairies alentours.
Ils veulent retrouver la trace des grands-oncles du défunt, témoins au mariage de ses parents, pour connaître leurs descendants. L'une des pistes fonctionne, celle d'Onésime, qui aurait eu 3 enfants, des cousins éloignés d'André. Allez-y Franck, merci. Onésime, il a eu 3 fils, et l'un d'entre eux, justement, m'intéresse au tout premier plan. Il s'agit d'Albert. Albert, en fait, vient mourir ici à Bouzincourt avec son épouse. Donc j'ai une intuition, en tout cas une forte suspicion de penser que nous pourrions trouver des enfants. Qui donc sera héritier. Et qui, s'ils sont vivants, effectivement, seraient héritiers. Bon, je vais commencer par regarder par rapport aux tables décennales. Hein. Oui. Effectivement. Sur le patronyme qu'on recherche, regardez si notre intuition est la bonne. Alors, j'en ai quelques-uns. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoutez. On va commencer par le premier. Exactement. 19 août 1937, André Bernard. Je vous laisse regarder. Le voilà. Alors, André Bernard, 19 août. Et effectivement, c'est un enfant d'Albert Edmond et de Simone Charlotte. D'accord. Et de surcroît, André est vivant. Donc Jean-Marie, nous avons un premier héritier. C'est une bonne nouvelle. Dans ce dossier. Écoutez, première bonne pioche. On va pouvoir reporter sur le tableau. Exactement. On peut peut-être regarder... J'ai un Jean-Marie, le 24 octobre 1942. On est bien sûr Albert et Simone. Hein. Oui. Ah bah Franck. Un deuxième j'en ai un deuxième. Malheureusement, il est décédé en 2018. J'ai Paul aussi. Le suivant, dans l'ordre chronologique, 1940. 40, c'est ça oui. Le 7 avril. Le 7 avril 1940, j'ai bien Paul. Je vois le papa Albert. Et de Simone, Charlotte. Il n'y a pas de mention de décès. Il n'y a pas de mention de décès. Donc ça nous fait un deuxième héritier. Ça nous fait un deuxième héritier. Au total, Jean-Marie et Franck vont retrouver 11 héritiers qui sont des cousins au 4e et 6e degré d'André. Ils vivent tous dans la campagne picarde, à quelques kilomètres de sa ferme. Jean-Marie et Franck ne peuvent imaginer une seule seconde ce que ces personnes vont leur révéler. Certaines personnes avancent seules dans la vie, coupées des leurs. Il est alors très difficile pour les généalogistes de retracer un parcours. Mais lorsqu'un témoignage remet en cause le cours d'une succession, ils doivent tout mettre en œuvre pour aller au bout de leurs investigations. C'est le cas pour Pascal, dans le dossier de Robert, qui aurait eu un deuxième enfant lors d'une liaison sans lendemain. Au cours de ses recherches, Pascal a découvert l'existence d'une sœur du défunt, Chantal. Il va la rencontrer chez les petites sœurs des pauvres, là où Robert a fini sa vie. Bonjour Pascal. Bonjour, je pense que vous Chantal, êtes Chantal, merci. la sœur de Robert. Enchanté. Et sœur Marie-Elisabeth, assistante ma sœur, de la direction de la maison. D'accord. Donc c'est ici qu'a vécu Robert pendant les 2 dernières années de sa vie. Et, eh bien, il a été chouchouté. Il a été chouchouté? Oui. Par les petites sœurs, par le personnel, tout le monde. D'accord. Pascal va poursuivre en privé sa discussion avec la sœur de Robert. Connaît-elle la vie sentimentale de son frère? A-t-elle entendu parler de ce fils américain? Alors j'ai cette lettre ici, en question. Si vous voulez bien, on va la regarder ensemble. Oui. Alors, la première question, est-ce que vous me confirmez bien que c'est l'écriture de Robert? C'est Robert, ça. C'est bien lui. On est d'accord? Ah oui, oui. Bon, alors, tu as un demi-frère. Il s'appelle Robert Christ. Alors, moi, je lis Christ. Christ. Voilà. On n'a jamais entendu parler, c'est ça le problème. Jamais. Robert n'a jamais prononcé qu'il avait un fils, le nom, ni rien. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Christine, ça vous parle? Non. Non. Pas du tout. On n'invente pas ça? Non. Ça n'a pas de sens de l'inventer. Non, mais non. Il se confiait jamais? Ou de temps en temps? Non, il était plutôt réservé. Gardé en lui. Pendant des années, Chantal avait aussi perdu le contact avec son frère.
Elle n'a pas les réponses que Pascal espérait. J'ai une petite photo de lui. Il vous a jamais montré une petite Non. photo de... Du petit garçon, jamais. Petit garçon, jamais. Non. Je suis quand même un peu surpris que jamais personne, semble-t-il, n'ait entendu parler de son fils Robert. C'est-à-dire que de plus en plus, je me demande, est-ce que je cherche pas quelque chose qui n'existe pas? Et à chaque fois que je pense à cela, je relis la lettre. Et lorsque je relis la lettre, j'ai envie d'aller au bout. Donc ça, ce sont les photos qu'il avait avec lui. Voilà. C'est votre maman, ça? Oui. D'accord. D'ailleurs, il adorait maman. Alors, il n'y a pas la photo de Christine là-dedans, vous êtes sûr? Ah non, non. Non, Ou son juste- adresse, ou son Non, adresse, ça j'aurais m'arrangerait bien quand aimé. même. Oui, j'aurais bien aimé pour... Il n'y a rien d'autre. Non. On va essayer d'y arriver, hein, évidemment. Mais quand même, Robert, il nous a joué un drôle de tour quand même. Ah oui. Pascal ne se décourage pas. Pas plus que Brice qui poursuit ses recherches de son côté aux États-Unis. Ils ne veulent rien laisser au hasard. Je cherche une Christine. Je ne suis pas la personne que vous recherchez cordialement, Christine. Ça, c'est mort. Le numéro? Mariée en 80, ça colle pas. Hein. Êtes-vous cette personne? Non. C'est un enfer. Rien. Après plusieurs mois sans retombées concrètes, les deux généalogistes se retrouvent pour faire le point. Moi, de mon côté, donc, je mis sur le coup un de mes détectives. Et les deux, donc, on est arrivé au même résultat, c'est-à-dire des résultats négatifs, hélas. On a essayé avec les Robert Christ, toujours quelque chose qui ne correspondait pas. D'accord. Ensuite, on a vu qu'il y avait 135 Christine qui étaient docteurs en Caroline du Nord. Ouais. Il n'y en a aucune qui a un enfant avec ce prénom. D'accord. Et sinon, j'ai posé des annonces dans 3 journaux. Ouais. Donc, c'est les 3 principaux journaux de Caroline du Nord. Ouais. Donc, avec ça, on touche plusieurs centaines de milliers de personnes. Aux États-Unis, les avis de recherche sont très consultés. C'est une vieille méthode qui a fait ses preuves au temps de la conquête de l'Ouest. Sauf qu'ici, pas de récompense, juste la découverte de la vérité. Donc, tiens, je vais te montrer l'annonce que j'ai mise. D'accord. En titre, j'ai mis que c'était urgent. Tu as vu, j'ai mis Urgent, des caractères ouais, gras, ouais. etc. J'ai mis aussi en gras que Christine était docteur en biologie. Et puis le nom du fils, évidemment. Et là, tu n'as pas encore eu de retour? Non, pour l'instant, rien du tout. D'accord. Donc là, c'est quand même un gros espoir. Mais j'imagine que si on n'a pas de réponse d'ici 10 jours, 15 jours, c'est marron. Ce sera pas bon signe. D'accord. Bon, bah écoute, on y croit quand même. Allez, on croise les doigts. Le délai fixé par Brice et Pascal s'est écoulé. Ni Christine ni son fils ne se sont manifestés après la diffusion de l'annonce dans les journaux de Caroline du Nord. Pascal demande alors un rendez-vous avec le notaire en charge du dossier. Il lui fait part d'une idée pour avancer dans la succession. Merci de me recevoir. Je voulais voir et faire le point avec toi sur ce dossier. Beaucoup de pistes ont été ouvertes et fermées. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, rien de positif, aucune découverte particulière. Si tant est que Robert existe. Bon, moi, j'y crois. En attendant, pour ne pas bloquer, il faut qu'on trouve une solution. Donc l'idée que je voulais développer avec toi, c'est de faire un acte d'évolutif de succession. Tu récupères les fonds et on enverra la moitié à sa fille et l'autre moitié restera en séquestre le temps que, enfin, j'ai pu retrouver Robert. Non, c'est vrai qu'il faut qu'on avance. Hein, donc, voilà, non, je suis assez d'accord. En attendant de trouver peut-être un autre héritier, cet acte qui permet à Charlotte, la fille connue, de toucher une partie de son héritage, est un moyen de gagner du temps pour le généalogiste. Pour l'instant, donc, on va clôturer ce dossier donc provisoirement et la suite au prochain épisode. Oui. Et c'est toi qui nous diras absolument quel est ce prochain épisode. Alors, je dois t'avouer que je reste assez curieux. On aimerait bien que tu trouves. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, prendre l'initiative de considérer qu'on ne retrouvera jamais Robert. Je ne peux pas parce que, d'abord, j'ai du mal à y croire et qu'ensuite, j'ai encore l'espoir. En 35 ans de métier, c'est la première fois que l'on cherche un héritier et qu'on ne le trouve pas. Donc, je ne suis pas habitué à l'échec. Je déteste ça. J'ai commencé quelque chose, je veux terminer l'histoire. En cas d'échec dans les recherches du fils présumé du défunt, Pascal établira un certificat de vaine recherche
explicitant l'ensemble des vérifications faites par ses équipes. À ce moment-là, Charlotte, l'héritière connue, percevra la totalité de l'argent laissé par son père. Génération après génération, il arrive que les liens se délient dans une famille. Et ce n'est pas toujours la distance qui est en cause. Dans le monde paysan auquel appartenait André, l'agriculteur célibataire, les familles peuvent vivre à quelques kilomètres à peine les unes des autres et ne pas savoir qu'elles ont des ancêtres communs. C'est ce que vont découvrir Jean-Marie et Franck en rencontrant ses héritiers. Les généalogistes ont donc retrouvé 11 héritiers d'André, l'agriculteur célibataire. 2 d'entre eux vont recevoir leur visite. Ils ont été informés par courrier, mais ne savent pas encore de qui ils héritent. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Merci de nous accueillir chez vous. Asseyez-vous. On s'installe? Paul a 81 ans. Son frère André, 84. Ce sont d'anciens mécaniciens agricoles à la retraite. Ils ne s'attendent pas du tout à une telle annonce. Ah, vous n'êtes pas loin alors, ça va. Bon, alors nous, on est là aujourd'hui parce qu'on va quand même vous parler un petit peu de votre famille. Juste vous expliquer qu'en droit français, on hérite jusqu'au 6e degré. Vous êtes au 6e degré dans notre dossier. Ah, c'est au degré que ça marche. Voilà. Tout à fait, c'est au degré. Alors, dites un peu la parenté, alors. Allez, on y va? Ouais. Donc ici... Oh, attendez, je vais chercher mes lunettes. Bah, attendez, je vais mettre les miennes aussi, tiens. Comme ça, Ah bon, vous êtes encore jeune? On sera 2, voilà. Vous n'avez pas besoin de lunettes? Si, je les ai pas pris. Tu n'as une paire à me donner? Alors, donc ici, Paul et André. C'est ça, oui. Donc vous deux, les 2 frères. Ouais. La succession dont il est question vient du côté paternel, donc du côté de votre père, Albert. Albert, donc ensuite, en remontant, on arrive au grand-père, voilà. Onésime. Onésime, ouais. Votre grand-père, qu'est-ce que vous connaissiez de sa famille, du souvenir que vous en avez? Est-ce qu'il avait des frères et sœurs, d'après vous? Je sais pas. Non, j'ai jamais entendu parler. Je m'entends, non. Votre grand-père avait une sœur, Marie. Et cette sœur, votre grand-tante, que vous n'avez jamais connue, visiblement, était la grand-mère d'André. C'est de lui? C'est lui dont vous êtes héritier. Votre cousin au 6e degré. Il est mort il n'y a pas longtemps, lui. Il est mort il n'y a pas longtemps, effectivement. 7 mois. Voilà. Oui. Donc, vous le connaissiez. Ah bah oui, j'ai réparé ses tracteurs et puis tout à lui. Mais il était cultivateur, lui. Mais je savais pas moi, je ne savais pas qu'on était parents avec. Voilà. Vous êtes cousin au 6e degré avec André. Je ne savais pas qu'on était parents avec. Vous ne saviez pas que vous étiez parents avec lui? Non. Non. Vous ne saviez pas que c'était votre cousin? Non. C'est étonnant, ça. Ben non, je ne savais pas. Et pourtant, c'était l'un de vos clients. Ouais, mais vous voyez. Ah bah c'est vraiment étonnant. Non, mais c'est vrai. Ben, on n'a jamais entendu parler par personne. J'ai jamais entendu grand-père dire qu'il était parent avec. Moi, j'ai jamais entendu. Hein. Je crois que j'étais à l'enterrement, moi et Jean-Claude. Ouais. Ah, vous étiez à son enterrement? Ouais. Mais vous voyez, le monde est petit. Hein. Ouais. C'est un peu triste parce que on l'aurait su avant, peut-être qu'on aurait été peut-être plus souvent le voir. Peut-être, on ne sait pas. C'est pas très fréquent que ce genre de situation arrive. Là, c'était, je pense, une grande surprise pour eux. C'est une révélation qui les a, je pense, un petit peu perturbés quand même, parce qu'ils se sont dit, mais on a passé toute notre vie avec quelqu'un qu'on connaît bien, on savait pas que c'était notre famille. Et il était gentil. Hein. Ah ouais, il était gentil, ce jour-là. T'étais bien, t'allais là-dedans, t'étais bien reçu. Hein. Peut-être que les relations auraient été complètement différentes s'ils avaient su à l'époque qu'ils étaient cousins. Paul et André ont été secoués par la découverte des liens qui les unissaient aux défunts. Ils ont donc tenu à assister à l'inventaire de la ferme de ce cousin éloigné qu'ils fréquentaient sans savoir qu'il faisait partie de la famille. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour maître. Pour l'occasion, ils sont venus avec leurs sœurs, elles aussi héritières. Vous allez pouvoir voir de visu la maison, mais je crois que vous la connaissez un petit peu. Hein. Un petit peu, pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Dans la cuisine, mais dans la cuisine. Non. Juste pour, vous savez, on ne venait pas pour visiter la maison, on venait pour voir un coup. Voilà. Exactement, d'accord. Bon, écoutez, maître, on peut y aller. Eh bien, on y va. Allons-y, on vous suit. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Dernière fois que je suis venu,
moi, je ne savais pas qu'on était parents ensemble. Moi, je ne savais pas. Regardez, on a trouvé des photos. Ouais. Ça, c'est André? C'est André, ça, ici. Le plat en militaire. Et là, C'est le premier. il y a une photo avec un tracteur. Qu'est-ce que c'est comme marque, ça? Un BM, ça. Ou Un McCormick, non? Non. Ah, il devait peut-être être jeune, André, à un moment-là. Il est en train de faucher, là. D'où? Là, Faucher là. quoi? Mais- C'est pas une batteuse derrière, quand Non, même. une faucheuse... Ah, une faucheuse lieuse, ouais. Lieuse. Ouais, c'est ça, c'est une faucheuse lieuse, c'est vrai. Faucheuse lieuse. Ouais, ouais, une faucheuse lieuse. Ah ouais, ouais. Hein? C'est vous, ça, là? Hein? Hein? Celui-là, il a été en entretien chez vous. Hein? Ben ouais, c'était moi, la dernière fois que je l'ai réparé, ce bazar. Mais je crois qu'il l'avait donné, moi. Non, non, que c'était à lui. Ah bon? Ah ouais. Regardez, pour nous le démarrer, on va voir si... Ah non! Je crois qu'il y a les clés dessus, en plus. Ouais, ouais, les clés sont dessus. Ça va, André, il va y avoir un problème. Pousse la tirette d'arrêt. Bah, ça y est, elle est repoussée. Hein. Non, bah, je te dis que non. Bah, regarde. Oh. Il a coincé. Ah ouais, il peut pas. Non, il rebute là. Bah, pousse-le. Ben oui, mais tiens-le pas. Voilà. Les deux frères sont incroyables. C'est des gens formidables et c'est des héritiers qui m'ont marqué, que je ne vais pas oublier. Ah, ça y est. Bah, fais-le aller, là. Je l'ai changé, là. Il est en arrêt. C'est un moment assez magique de les voir démarrer le tracteur. J'ai même cru qu'à un moment, il allait partir avec. L'exploitation agricole, la ferme et les terres alentours constituent une bonne partie du patrimoine du défunt. Les héritiers toucheront plus de 10 000 € chacun.